L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Alain Minc, bienvenue. L'âme des nations est publié aux éditions Grasset, c'est votre dernier livre. Vous écoutiez tout à l'heure Guillaume Tabar en disant que vous n'aviez pas franchement de désaccord avec lui sur cette affaire de pigeons. Mais est-ce que vous avez l'impression que la politique du gouvernement, dans le contexte de la croissance qui devient totalement atone et un chômage qui va passer la barre des 10%, pourra aller au-delà de cette affaire? Est-ce que c'est une politique qui a encore une bretelle de sortie ou est-ce que c'est l'autoroute définitive vers quelque chose de plus catastrophique? Écoutez, j'ai l'impression que... Soyez pas trop prudent. Hein. Non, vous inquiétez Autrement, pas. je vous montre les photos de Nicolas Sarkozy en George Clooney à la si le jour où je serai prudent, je serai alzheimerisé. Non, je crains que le gouvernement n'aille dans le mur en klaxonnant. Au fond, François Hollande parle une langue économique qui est différente de celle des 26 autres pays de l'Union européenne. Il faut bien voir cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que font tous les pays? Ils essayent de recréer la compétitivité, d'être ouverts aux entreprises, que les Anglais appellent business friendly. Et ici, on fait exactement l'inverse. Alors, j'ai dit une fois dans une phrase, je crois, qui a choqué beaucoup d'éminents socialistes, que les socialistes comprenaient Keynes et n'ont pas compris Schumpeter. Ils n'ont pas compris que la croissance économique, c'est une somme de micro-décisions individuelles. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre l'économie française... D'où l'affaire des pigeons. Donc, oui, mais c'est un élément parmi d'autres. Vous avez dit de micro-événements. Oui, ça fait partie des événements. C'est pas un micro-événement. C'est un ensemble. Aujourd'hui, en réalité, la politique du gouvernement met l'économie au congélateur. Comment voulez-vous que les chefs d'entreprise accroissent leurs investissements? Comment voulez-vous, avec les incertitudes sur le marché du travail, qu'ils embauchent, sauf quand ils y sont obligés? Comment voulez-vous que vous puissiez avoir une espèce d'action dynamique au moment où il devrait se rappeler ce qu'avait fait François Mitterrand. François Mitterrand, en réalité, était beaucoup moins socialiste que François Hollande. Quand François Mitterrand crée l'impôt sur les grandes fortunes, le taux est de 1,6 et en réalité, les taux d'intérêt sont de 16. Il prélève 10% d'enrichissement du capital. Il aurait pu prélever 40%. Aujourd'hui, le taux est de 1,5, les taux d'intérêt sont à 0. Donc les gens vont mordre sur leur capital. Donc tout le monde va se contracter. C'est aussi le même gouvernement qui envisage sans doute de réduire les charges patronales. Donc c'est la première fois qu'on prend à bras le corps cette question du coût du travail en France. D'abord, il aurait mieux fait de ne pas annuler la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Ça lui aurait fait 12 milliards. Mais c'était impossible sur le plan politique. Mais je pensais que François Hollande serait beaucoup plus cynique au fond qu'il n'a été. Moi, j'ai cru que le 14 juillet, il viendrait voir les Français en disant de manière cynique, oh là là, mon prédécesseur était encore pire que ce que je vous avais dit, je gèle mon programme parce que je dois redresser le pays. Ça, c'est de la politique classique. Vous n'avez pas l'impression que petit à petit on y arrive, que la social-démocratie est de plus en plus assumée? Non, la réalité, c'est qu'on fait la social-démocratie d'Olaf Palme au moment où il faut faire celle de Gerhard Schröder. J'espère que la fuite organisée, sans doute par Bercy, sur la baisse des charges correspondra à de la réalité. J'attends de voir, parce qu'on nous explique que c'est sur 5 ans. Et puis, la baisse des charges est fondamentale, mais il n'y a pas que ça. Je vous donne un autre exemple. Il paraît, nous dit le gouvernement, que la compétitivité, ce n'est pas que le coût du travail. Donc c'est aussi le coût de l'énergie. Fallait-il, dans ces conditions, geler les gaz de schiste pour faire plaisir à un groupuscule minoritaire qui, le lendemain, envoie une paire de baffes à François Hollande? Mais justement, vous venez d'aborder un problème, c'est que la logique de l'économie n'est pas forcément la logique des politiques. Les politiques, ils ont besoin, parce que c'est aussi le cœur de truc, de gérer un peuple, une nation, des frontières, etc. C'est pas le sujet forcément des dirigeants économiques. Non, je pense qu'il n'y a aucune raison que ce canton de l'Europe qu'est la France ne puisse pas faire ce que font les autres. Regardez, le problème français dans quelques mois, ce ne va pas être seulement l'Allemagne. L'Italie et l'Espagne qui souffrent sont en train de se redresser. Leur commerce extérieur... Avec un chômage... Vous trouvez que l'Espagne, qui fait des efforts démesurés pour sortir de la crise, arrive à relancer la croissance et à réduire ses déficits? Vous savez de combien les exportations espagnoles sont en train de progresser? Les exportations. Plus de 10%. Les exportations italiennes progressent de 10%. Mais sur le plan intérieur, ça reste très dur. Non, mais j'ai dit au prix d'un effort intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on ne peut pas dévaluer sa monnaie, on dévalue sur le plan intérieur. Mais le résultat, c'est que nous allons être décalés vis-à-vis d'eux aussi. Donc, il n'y a aucune raison qu'avec la main qu'avait François Hollande, il n'ait pas fait du Schröder. Il y a, à l'évidence, un problème de compréhension par cette équipe du fonctionnement de l'économie. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, car individuellement, ce sont tous des gens intelligents et cultivés. Donc ça veut dire qu'ils sont piégés par une campagne électorale qui est une campagne électorale à la française classique, changer la vie, la fracture sociale, on promet tout et n'importe quoi, et quand tout d'un coup le résultat est obtenu, on se retrouve face à une réalité qui revient comme un refoulé, diraient les psychanalystes. Oui, mais la réalité, les marchés, avec leur inflexibilité, un jour siffleront la fin de la partie, et François Hollande sera obligé de changer de politique, comme François Mitterrand en 1983.
Avec des visiteurs du soir qui maintenant sont des visiteurs du jour, les pigeons. Parce qu'à l'époque de 83, c'était Jean Ribou, le soir à 20h. Ah ben oui, ça c'est l'avantage du net. Maintenant, c'est mythique en pleine journée avec Martine Il y a eu aussi les patrons du CAC 40 avant oui, la net mais parce que économique. le problème n'est pas que les pigeons, je veux dire, l'erreur en matière de fiscalité, en matière d'investissement, en matière d'attitude économique concerne à peu près tous les décideurs. Bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un racisme anti-entreprise en France? Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurence Parisot? Non, mais ce qui est vrai, c'est que les Français ont toujours eu un problème avec l'argent. Comme entreprise rime avec argent, il est clair qu'il y a une méfiance à l'égard des entreprises. Je crois que c'est en train de changer. De ce point de vue, le discours idéologique du gouvernement vis-à-vis des PME est très sympathique, mais c'est un discours. Vis-à-vis des grandes entreprises, en revanche, il y a une méfiance absurde. La France n'a pas d'entreprise moyenne, elle a d'immenses et exceptionnels grands groupes. Le jour où les 4 dirigeants de ces grands groupes auront un pied en dehors du territoire, où le siège social ne restera en France que fictivement pour tenir l'Assemblée générale annuelle, on aura perdu ce qui est notre essentielle substance. Et alors? C'est la question qu'on a envie de poser. Mais quand on fait la pitié et alors, il y aura dans une date que je ne connais pas, entre aujourd'hui et la fin 2013 ou le début 2014, un jour une secousse, et je vous dis un nouveau 83. Et peut-être qu'après, la gauche sera libérale, car n'oublions jamais que le ministre le plus libéral que nous avons connu dans l'économie française s'appelle Pierre Bérégovoy. Le Figaro Magazine, pardon Perrine, je voulais vous montrer la petite photo justement de Nicolas Sarkozy. Vous y croyez à ce retour? Écoutez, vous n'allez pas tous les jours vous poser cette question. Mais moi, je vous pose à la mon question. avis, cela pose moins que vous. Oui. Je dirais, il est plus empirique que vous. C'est la vie qui tranchera, voilà. Vous savez, il va s'en passer des choses et des chaos d'ici 2017. Mais il semble qu'il dise à ses visiteurs du soir ou de la journée que si les circonstances, c'est une métaphore gaulliste, que si les circonstances rendent au fond la nécessité, lui rendent la nécessité de se présenter, il le fera. Écoutez, il y a trop de gens dont le seul fonds de commerce est d'essayer de faire parler Nicolas Sarkozy. N'ayant pas besoin pour vivre de faire parler Nicolas Sarkozy, je ne vous dirai rien. Et le petit sondage qui montre que 55% des Français n'ont aucun regret, RTL ce matin. De toute façon, l'élection présidentielle nouvelle n'a pas lieu dans 15 jours. Perrine. Sur la zone euro, est-ce que le risque d'éclatement de la zone euro est éloigné selon vous? À mes yeux, il n'a jamais existé. Et il n'a jamais existé pour une raison simple, c'est que faire éclater la zone euro, c'est la crise Lehman à la puissance 100, et aucun chef d'État, à commencer par la patronne de l'Europe, c'est-à-dire la chancelière, n'aurait pris ce risque. En revanche, des mesures très habiles, intelligentes, ont été conduites par l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire la patronne et la chancelière avec 2 adjoints italiens, M. Draghi et M. Monti, et pas la France. Mais est-ce que vous pensez qu'en l'absence de réformes structurelles importantes en France, par exemple les citoyens allemands, puisque vous citez l'Allemagne, vont accepter de continuer à payer pour nos retraites, notre système de santé? Aujourd'hui, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ce que je vais vous dire va vous surprendre. Les Allemands ont gagné à la crise grecque. Ils ne le comprennent pas. Si les dirigeants le comprennent, ça a maintenu l'euro faible. Les exportations allemandes en ont profité. Les Allemands prêtent à la Grèce, ils touchent un différentiel d'intérêt de 4%. Et pour l'instant, ils n'ont pas eu encore à annuler des prêts. Alors je ne dis pas que la Grèce est un bienfait pour l'Allemagne, mais la réalité est celle-là. Aujourd'hui, supposez une seconde que la zone euro éclate. Pourquoi les Allemands, en dehors de leur responsabilité historique, et ils l'ont en tête, ne peuvent pas l'envisager? C'est qu'ils regardent la Suisse. Pourquoi les Suisses n'exportent pas? Parce que le franc suisse s'est envolé. L'âme des nations, vous écrivez, mais ça pourrait être aussi la souffrance des nations, parce que vous êtes en train de nous expliquer qu'effectivement, ça ne va pas si mal que ça en Grèce, ni en Italie, ni en Espagne. Et pardonnez-moi, je ne suis pas con à ce point. Non, mais voilà, je pousse le paradoxe. Oui, mais il y a un moment où le paradoxe devient une contre-vérité. Parce que quand on a des gosses, par exemple, qu'il faut un effort. Quand il y a des gosses dans un pays comme l'Espagne qui à 40% n'arrivent pas à trouver de travail, c'est un vrai problème. Mais attendez, pour les politiques, pas pour les chefs d'entreprise. D'abord, écoutez, l'Espagne est un pays que je connais bien. C'est un vrai problème d'abord pour les intéressés. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que la société espagnole, qui est courageuse, est en train d'accepter ses sacrifices. Les syndicats n'organisent pas d'immenses manifestations. Quand vous comparez le peu de mouvements sociaux en Espagne et en Italie par rapport aux 11 journées de grève générale en France pour une demi-réforme des retraites, vous vous dites que la maturité n'est peut-être pas nécessairement de notre côté des Pyrénées. Je vous pose une petite question sur le livre et après Perrine va enchaîner. En fait, dans le livre, qui est une description justement de l'âme des nations, c'est-à-dire à la fois des Européens et en même temps des grandes puissances, sur le cas français, vous revenez peut-être au XVIIIe, même avant, au XVIIe siècle, avec cette idée que les Français, justement, étant le pays le plus peuplé de l'époque, ont toujours développé, pour un pays de taille moyenne, mais très peuplé, 20 millions, très très tôt, une sorte de complexe de supériorité. Est-ce que c'est ce qui expliquerait en partie l'aveuglement qu'on peut avoir, en tout cas aujourd'hui, pour un certain nombre de dirigeants, qui soient à droite comme à gauche?
C'est un raccourci. Non, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, les Français, on va pouvoir passer de l'économie. Pays le plus peuplé et le plus important, le plus grand d'Europe à l'époque, avaient un sentiment de supériorité qui les amenait à surestimer leurs mains. La France était la plus forte de tous les pays, mais elle n'était pas assez forte pour résister à l'alliance de tous les autres. C'est en ça que ça n'était pas une superpuissance. Et c'est vrai qu'il en est résisté, il en est revenu un goût du pouvoir et du poids qui aujourd'hui nous met en porte-à-faux. Les Anglais sont infiniment plus habiles que nous. Les Anglais pratiquent l'influence et nous. Mais ils ont fait la révolution industrielle, nous on a fait la révolution française. Vous les commez la révolution? Non, et puis surtout, les Anglais ont dominé un quart de l'humanité alors que c'était un petit peuple de quelques millions d'habitants. Ça exige beaucoup de finesse. Un petit mot pour finir sur la campagne américaine présidentielle. Est-ce que vous avez suivi le débat entre Obama et Mitt Romney? Je pense qu'il est arrivé. Il y a 2 jours. Je pense qu'il est arrivé à notre candidat à tous, puisque nous souhaitons tous l'élection évidemment d'Obama. Ce qui est arrivé dans son propre débat à Nicolas Sarkozy. Les présidents de la République ne débattent plus. Ils donnent des ordres et ils reçoivent des suppliques. Donc ils ont perdu l'habitude du débat. Il est évident. Et c'est exactement la même chose que dans le débat Hollande-Sarkozy. Et je pense qu'Obama, qui lui a 3 débats, va se préparer et retrouvera son mordant. Et est-ce qu'il va être sorti comme un peu tous les présidents sortants Normalement, un sortant en période de crise sort. La seule chose, c'est que l'extrémisme du camp républicain, jusqu'à présent, permettait d'espérer que ça ne se passe pas. Mais c'est vrai que Romney a été assez bon. Mais là, Obama va s'entraîner. Bon, c'est tout. Il va refaire sa musculation en matière de débat. Alain, petite question personnelle. Personne n'a jamais remis en cause votre intelligence et en même temps, vous vous faites taper par tout le monde. À chaque fois que vous sortez un livre futile intelligent parce que les gens considèrent que vous êtes un petit peu exaspérant, cela étant dit, de ma part, avec une certaine forme d'affection. Alors pourquoi vous y allez? Par exemple, l'autre jour, j'étais stupéfait avec Pierre quand vous êtes allé chez Ruquier, vous faire découper en rondelles. Oh, écoutez, je pense que j'ai découpé ces 2 grands intellectuels à peu près autant en rondelles qui m'ont découpé. Non mais vous, pourquoi vous ne restez pas tranquillement dans votre bureau? Parce qu'il reste chez moi un enfant qui aime la castagne dans la cour de récré, et que là, au fond, j'ai castagné dans la cour de récré. C'est pas très intelligent, mais voilà, il faut rester un enfant de temps en temps. Mais pas répondu, Nia Perrine, tout à l'heure, sur l'idée qu'il peut exister quand même une bretelle de sortie, c'est-à-dire qu'on va quand même pas rentrer un pays entier de plus de 60 millions d'habitants dans une atmosphère qui est une atmosphère terrifiante. Mais il y a une bretelle de sortie. La bretelle de sortie, ça sera de changer de politique. Je vous dis, comme Mitterrand l'a fait, de faire ce qu'aujourd'hui Hollande ne veut pas faire. Il sera bien obligé de le faire. Il est roi de France pour 5 ans. Donc, soit il part, soit il dissout, soit il change de politique. Comme il aime, je pense qu'il a envie de rester au pouvoir, il changera de politique. Et d'homme et de politique. C'est la logique. Alain Minc, l'âme des nations, publié aux éditions Grasset. Vous croyez à une candidature de Manuel Valls comme Premier ministre? Il est à la une de tous les journaux. Moi, je pense que le plus important est de savoir si Pascal Lamy vient un jour à Bercy. Ça me paraît beaucoup plus important. Merci beaucoup. Donc Alain Minc, le livre s'appelle L'âme des nations, on le disait tout à l'heure, il est publié aux éditions Grasset. Perrine, bon week-end et vous aussi, et bonne journée.